chaleureusement d'avoir accepté d'être le président d'honneur de ce festival. C'est moi qui vous remercie. Qui prend de plus en plus d'ampleur. Et la première chose que vous m'avez dite quand je vous ai écrit, c'est que vous étiez tout à fait partant, et vous aviez dit, mais je pose une condition, c'est que je veux lire avec vous. Oui, c'est impérieux. Ça n'est amusant que si on passe à l'action, pardon, hein, excusez-moi, mais c'est quand même nettement plus drôle d'être sur scène. Tout à fait, et en plus, de lire. Vous êtes un très bon lecteur. Ça, c'est gentil. Non, je suis mal placé pour le dire, donc j'accepte. Non, mais moi, je veux le dire. Alors, maintenant que vous avez lu ce texte, qu'on vous a, c'est vrai, imposé, et que vous avez eu la gentillesse de lire sans contester, finalement, hein, quelle morale se dégage de ce texte? Je pose la question aux philosophes. Oui, c'est ça. Bien sûr, il y a toujours un moment où on fait le philosophe de service. Qui voulez-vous? Je ne sais pas si on peut tirer une morale de ce texte, sinon que peut-être la citation de saint Paul est vraisemblablement apocryphe. Je ne parle pas du mariez-vous, mais de son interprétation libérale. Et en ce qui me concerne, ce texte est un ovni complet, l'absence d'auteur n'arrange rien, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas prêter une intention à celui qui le fait. On est dans la veine, clairement, des écrits sadiens, c'est-à-dire on est clairement dans la veine d'une sorte de... Vous savez, dans les écrits de Sade, les moments, certains les trouveront les plus intéressants, d'autres les moins amusants, il y a beaucoup de moments dans les écrits de Sade où il fait l'histoire de l'humanité pour expliquer que l'inceste est une chose naturelle, que le meurtre est une chose légitime, que l'égoïsme est la base de l'être humain, etc., etc. Il prend des exemples. La plupart sont imaginaires d'ailleurs, mais on a vraiment cette même ambition anthropologique de fondation, de fondement, pour être plus exact ici, de fondation de l'absence de morale. Voilà. Donc on est dans ce travail-là, dans cette démarche-là. C'est assez marrant, ça sent le 18e à plein de... Mais c'est la même époque que ça. Mais une question venait en vous écoutant, finalement, est-ce que la morale tue l'amour? Non, je crois exactement le contraire. Je pose la question, je n'ai pas d'avis. Rien n'est plus difficile que de s'aimer quand rien ne nous en empêche. Quand il n'y a pas d'obstacle à franchir, quand il n'y a pas de préjugés moraux, quand il n'y a pas d'adversité, ce n'est pas là. C'est une condition non suffisante, mais peut-être nécessaire à l'amour. Donc, non seulement la morale ne tue pas l'amour, si la morale tuait l'amour, il n'y aurait pas eu de roman. Donc non seulement la morale ne tue pas l'amour, mais il arrive qu'elle l'aiguise, et que même un amour en perte de vitesse s'alimente, se ressource, en devenant immoral. Oui, reprenne un peu de vie au contact du vice. Très bien. Alors, on discutait tout à l'heure, juste avant d'entrer sur scène, vous aviez écouté les bijoux indiscrets, et on était frappés tous les deux que ce roman n'est jamais finalement lu, très peu. Vous me disiez, il n'a plus été lu depuis qu'il a été publié. C'est-à-dire qu'il a été publié, il a été accueilli par la censure, en fait. Oui. Donc c'est ainsi. Diderot n'est pas allé en prison à cause des bijoux indiscrets. Diderot est allé en prison à cause d'un texte beaucoup plus scandaleux que les bijoux indiscrets, qui s'appelait La lettre sur les aveugles, lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, qui est une lettre dans laquelle il explique qu'on ne croit pas en Dieu de la même façon selon qu'on a des yeux ou qu'on n'en a pas. Ce qui est un propos scandaleux. Il a été enfermé à Vincennes pour ça. C'est pas pour les bijoux indiscrets qu'il a été enfermé, enfin il y avait de quoi. Clairement, que fait la police quand on lit un texte pareil au XVIIIe siècle? On se demande vraiment ce que c'est pas. Mais c'est un texte à la fois magnifique, étonnant, qui emprunte, dont la source vive de l'aveu même de Diderot se trouve au livre 2 de la République de Platon, c'est l'anneau de Gigès. La découverte par Gigès de l'anneau qui rend invisible et qui fait qu'un simple pêcheur avec un circonflexe, devient ensuite un pêcheur. Histoire qui a inspiré aussi d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est pas grave. Et bon, Diderot s'est inspiré de cette histoire, mais c'est un texte qui n'a pas été lu, qui est mal connu, et qui pourtant a été en un sens interprété 1000 fois. Au cinéma, à la littérature. Je veux dire, l'idée qu'on puisse lire dans les pensées de quelqu'un, c'est-à-dire dans les pensées de son sexe, est une idée qui a traversé la création littéraire, culturelle, même sculpturelle, j'ai envie de dire, depuis l'écriture de ce texte. Et alors, vous me disiez aussi, il y a une sorte... En fait, j'ai tort. Parce que même avant, parce que c'est les Mille et une nuits. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas ça que je voulais vous dire. Vous avez raison, mais en réalité, ça remonte aux Mille et une nuits, ça remonte pas à Diderot, mais Diderot a donné ses lettres de noblesse. Voilà, et alors, ce qu'on se disait, c'est que finalement, tous ces textes, par exemple, Le Portier des Chartreux, Les bijoux indiscrets... C'est un drôle de titre, d'ailleurs. Hein. Oui, un drôle de titre, mais c'est le... Je croyais que c'était vraiment le contraire que j'allais lire.
Portier des Chartreux. Non, mais le titre paraît comme ça moral, mais le livre l'est complètement immoral, très immoral. Non, ce qu'on se disait, c'est que vous étiez étonné comme moi de voir que finalement tous ces textes sont publiés librement, qu'ils sont sur Internet, on peut les consulter sans problème. Beaucoup de ces textes traitent aussi de la pédophilie, de plein de choses aujourd'hui complètement interdites. Un auteur contemporain qui sortirait un texte avec des passages comme il y a dans Sade ou même dans Le Portier des Chartreux ou dans Diderot, etc., serait peut-être censuré. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette hypocrisie qui fait qu'on ne peut plus publier plein de choses alors que c'est diffusé et présent partout? Écoutez, que l'emprise de la censure me semble moins grave que ce que vous dites. En vérité, j'ai plutôt le sentiment qu'on peut à peu près publier ce qu'on veut et qu'il arrive même qu'on le fasse pour éveiller le scandale. Mais je mettrai cette réserve que les textes qu'on publie, en vérité, c'est la qualité d'un texte qui l'emporte. C'est-à-dire qu'un grand livre qui raconte des choses épouvantables et bienveillantes, par exemple. Un grand livre qui raconte des choses absolument épouvantables. On a complètement oublié le caractère épouvantable de ce qu'il pouvait raconter. Je parle même des choses sexuelles épouvantables qu'il peut raconter. On a complètement laissé ça de côté derrière parce que c'est passé derrière, c'est passé après la grandeur de l'histoire. Moi, ça ne me... Écoutez, c'est Platon qui voulait censurer les poètes. C'est Platon qui voulait censurer les poètes qui ne jouaient pas le jeu dans la République. Et en voulant censurer les poètes, il témoignait, enfin le Socrate de Platon, qui disait qu'il fallait censurer les poètes qui ne jouaient pas le jeu de l'éducation, qui apprenaient des choses immorales aux enfants, etc. En disant cela, Socrate confessait sa fascination pour le pouvoir même de la poésie, pour le pouvoir même de la littérature. Ce que je veux dire ici, c'est qu'une époque de censeurs est une époque d'adorateurs de la littérature, bien souvent, d'adorateurs qui ne s'assument pas. Juste un exemple, en 1857, il y a deux procès fameux, Les Fleurs du Mal et Madame Bovary. Le procureur qui instruit le procès, notamment de Madame Bovary, s'appelait Monsieur Pinard, parce qu'il ne s'invente pas. Et dans les textes, enfin dans la plaidoirie de Monsieur Pinard, il décrit tous les tableaux lascifs qu'il y a dans ce texte, le moment où elle se réjouit, elle dit, vous comprenez, elle dit j'ai un amant, et elle est contente. Et je me demande ce que le même homme a dû dire le soir même à sa maîtresse, parce que, bon, il était scandalisé. Mais Flaubert avait trouvé un moyen très intelligent de contourner la censure, qui n'en a pas été une finalement de son temps, en racontant de Madame Bovary, par exemple, en se cachant en pleine lumière. C'est ça que je veux raconter. Il y a un passage dans Madame Bovary où Charles Bovary se voit offrir par un type qu'il a soigné un chien, un lévrier femelle, c'est-à-dire une levrette. Une levrette d'Italie. Et Madame Bovary, qui s'ennuie un peu, promène sa chienne, la levrette d'Italie. Et alors il y a comme ça toute une page où Flaubert décrit la mélancolie de Madame Bovary qui, du bout de son parapluie, joue avec le sable d'un jardin, comme ça. Et elle est là, elle soupire, elle dit « Mon Dieu, pourquoi me suis-je mariée? Pourquoi me suis-je mariée ?» Et dans le même temps, la levrette, donc, fait des ponts, ici et là, tout autour, comme l'inconscient de Madame Bovary. Et puis la page s'achève, Madame Bovary prend la gueule de sa levrette, comme ça, lui fait un baiser, et lui dit « Allons, allons, baisez, madame, vous qui n'avez pas de chagrin. » Et Pinard n'a pas du tout vu ça. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. La meilleure façon de se cacher, c'est de se cacher en pleine lumière, en particulier quand la période est sombre. C'est intéressant que vous citiez Pinard. On l'avait lu l'année dernière, pour ceux qui étaient présents. La plaidoirie de Pinard. C'est un beau texte, hein? Oui, ah oui, très bien écrit, très efficace et inquiétant, parce que quelque part, il dit des choses, Pinard, que d'autres aujourd'hui redisent maintenant et on ne rigole plus. Donc non, mais oui, toute époque produit ces esprits obtus. Et c'est une nécessité absolue, et il n'est pas dit que nous n'en fassions pas partie. C'est une nécessité impérieuse. Donc voilà, le tout c'est de penser contre soi-même et contre son temps. On pourrait discuter des heures avec vous, mais comme je sais que vous allez encore rester un moment avec nous et qu'ensuite vous allez remettre le prix Short Édition et qu'on vous interrogera encore sur d'autres questions, merci. En tous les cas, on peut vous dire que les livreurs vous engagent comme lecteurs et on vous remercie. La soirée continue. Maintenant, Raphaël va immédiatement se rendre à la librairie La Manœuvre pour signer ses ouvrages et je vous laisse avec notre DJ favori Jérôme Fesquier qui va vous faire danser encore une fois avant le 3e set de lecture. A tout de suite. Merci chers amis.